Et le larbin, tu as oublié un endroit. La voix de Chloé, tranchante comme un éclat de verre, déchira le silence respectueux de la concession automobile de luxe. D'un geste délibéré, elle renversa son grand café latte glacé sur le sol en marbre que Léo venait de polir jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir noir. Voilà. Maintenant, ton travail est parfait. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. L'air dans la concession Dubois Luxe Automobile, au cœur de Lyon, sentait le cuir neuf et l'argent. C'était un monde de perfection silencieuse où des voitures valant plus qu'une maison attendaient leurs riches propriétaires. Et dans ce monde, Léo était invisible. À 22 ans, il était l'agent d'entretien, un fantôme en blouse grise qui se déplaçait avec une discrétion absolue. Pour lui, ce travail n'était pas une honte, mais une nécessité. Orphelin depuis 3 ans, il avait appris que la dignité ne se trouvait pas dans le titre d'un emploi, mais dans la manière de l'accomplir. Il passait donc ses journées à effacer les traces des autres, à rendre ce lieu impeccable, avec une concentration presque méditative, comme si en nettoyant le monde extérieur, il mettait de l'ordre dans son propre chaos intérieur. Chloé, elle, était tout le contraire de l'invisible. Fille du directeur de la concession, elle était une explosion de couleurs vives, de marques de luxe et d'arrogance. À 25 ans, elle considérait cet endroit comme son royaume personnel et ses employés comme ses sujets. Elle marchait sur le sol brillant que Léo nettoyait comme si elle marchait sur les gens eux-mêmes, sans y prêter la moindre attention. Le liquide laiteux et froid s'étala en une flaque poisseuse, souillant la perfection du marbre. Quelques clients, vêtus de costumes coûteux, échangèrent des regards amusés. Un vendeur détourna les yeux, gêné mais silencieux. Personne ne dit un mot. L'humiliation était une performance, et Léo était le seul acteur sur scène, sous les projecteurs de leur mépris silencieux. Le visage de Léo resta impassible, une toile blanche sur laquelle aucune émotion ne semblait pouvoir s'imprimer. Mais à l'intérieur, une vague de chaleur monta à ses joues. La honte était un poison lent, et il avait appris à l'avaler sans grimacer. Il hocha simplement la tête, un mouvement à peine perceptible, et se tourna pour aller chercher son seau et sa serpillière. Tandis qu'il s'éloignait, il entendit le rire cristallin de Chloé, un son aussi beau que cruel, qui se mêlait au murmure des clients. Pour elle, il n'était pas un être humain avec des sentiments ou une histoire. Il était moins que la poussière qu'il était payé pour enlever. Il faisait simplement partie du décor, un outil que l'on pouvait utiliser et salir à sa guise. Ce soir-là, dans sa minuscule chambre de bonne sous les toits de la ville, Léo ne toucha pas à son repas. La faim avait été remplacée par une boule serrée dans son estomac. La solitude de la pièce était assourdissante. Il s'assit sur son lit usé et sortit son téléphone. Il ne l'utilisait pas pour naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos. Il l'ouvrit sur une seule et unique photo, son fond d'écran. L'image montrait un Léo plus jeune, un adolescent de 16 ans, souriant timidement. À côté de lui se tenait un homme d'une 50aine d'années, grand, charismatique, avec des cheveux poivre et sel et un regard d'une intelligence perçante. Il se tenait sur le tarmac d'un aéroport, devant les marches d'un jet privé. L'homme sur la photo avait son bras protecteur autour des épaules de Léo. C'était une image d'un autre monde, d'une autre vie. Une vie de pouvoir, de richesse et d'amour. Une vie qui semblait à des millions de kilomètres de sa réalité de seau et de produit de nettoyage. Un long soupir lui échappa, un son rempli d'une tristesse et d'une détermination que personne ne pouvait deviner. La route était encore longue, et le test, plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chloé, de son côté, avait déjà oublié l'incident, le balayant de son esprit comme une poussière sans importance. Elle se sentait puissante, intouchable, la reine de ce petit royaume de chrome et de cuir. Elle pensait que le monde lui appartenait
et que les gens comme Léo n'étaient que des obstacles insignifiants sur son chemin. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque seconde de son arrogance, chaque mot de mépris était observé. Non pas par les caméras de surveillance de la concession, mais par des yeux bien plus importants. Et le jeune homme qu'elle venait d'humilier n'était pas un simple agent d'entretien. Il était le juge silencieux de son destin, et le verdict approchait à grands pas. La photo de l'homme puissant et du jet privé semblait le narguer depuis l'écran de son téléphone. Léo l'éteignit avec un soupir las, le silence de sa petite chambre lui renvoyant l'écho de sa propre solitude. La journée suivante commença avant même que le soleil ne se lève sur Lyon. Mais pour Léo, la nuit n'avait pas vraiment pris fin. La honte de l'humiliation de la veille brûlait encore sous sa peau, un souvenir froid et poisseux comme le café qu'il avait dû nettoyer. Il se force à avaler un morceau de pain sec, son unique petit déjeuner, en se promettant d'être encore plus invisible, encore plus silencieux. Il voulait simplement faire son travail, recevoir son maigre salaire et survivre. Mais Chloé et son petit ami, Maxime, avaient dit me décider que la survie était un luxe qu'il ne méritait pas. L'enfer s'ouvrit à 10 heures précises. Maxime, un vendeur au sourire aussi faux que le plaqué or de sa montre, poussa un cri théâtral. Non, c'est pas possible. Il se tenait à côté d'une magnifique Alpine A110, une voiture d'un bleu électrique qui coûtait plus de 70 000 €. Il pointa un doigt accusateur sur la portière. Une fine rayure, presque invisible mais indéniablement présente, gâchait la perfection de la carrosserie. C'est lui, hurla Maxime en se tournant vers Léo, qui passait à ce moment-là avec son chariot de nettoyage. Je l'ai vu frôler la voiture tout à l'heure. Il est jaloux de notre succès, il sabote notre travail. Chloé arrive en courant, jouant la comédie de l'effroi avec un talent digne d'une actrice. Mon père va te renvoyer, c'est une faute grave. Tu vas payer pour ça. Léo sentit le sang quitter son visage. Il savait qu'il n'avait rien fait, que son chariot n'avait même pas approché la voiture, mais sa parole ne pesait rien face à leur mise en scène parfaitement orchestrée. Convoqué dans le bureau du directeur, M. Martin, le père de Chloé, Léo se sentit comme un criminel face à son juge. L'homme, d'habitude affable avec les clients, le regardait avec un mépris glacial. « Écoutez, jeune homme, je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires. Maxime est mon meilleur vendeur et ma fille a été témoin. C'est votre dernier avertissement. La prochaine fois, c'est la porte et je m'assurerai que vous ne retrouviez plus jamais de travail dans cette ville. Compris. » Léo essaya de protester, de dire que c'était un mensonge, mais M. Martin leva une main pour le faire taire. C'est à ce moment précis que le téléphone du bureau sonna. Le directeur pivota sur son fauteuil en cuir pour répondre, tournant le dos à Léo. Par réflexe, les yeux de Léo se posèrent sur l'écran d'ordinateur resté allumé. Un document interne était ouvert, un tableau intitulé « Programme d'observation spéciale, évaluation du personnel ». Son regard parcourut la liste des noms. Et puis il le vit, son propre nom, Léo Girard. Mais ce n'est pas ça qui lui coupa le souffle. C'était le mot écrit dans la colonne juste à côté, « protégé ». Un nœud de glace se forma dans son estomac. Protégé. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Lui, le larbin, le fantôme, protégé. C'était absurde. Ce devait être une erreur administrative, une faute de frappe. Monsieur Martin raccrocha et se retourna. « Qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp de mon bureau. » Léo sortit, le cœur battant à tout rompre, l'avertissement injuste se mêlant à la confusion la plus totale. Il passe le reste de la journée dans un brouillard, l'esprit en ébullition. Chaque regard, chaque mot lui paraissait suspect. Il observait les caméras de surveillance dans les coins du plafond avec un sentiment nouveau, non plus de la peur, mais de l'interrogation. Qui observait qui dans cette histoire? Le mot « protégé » tournait en boucle dans sa tête. Une énigme sans solution. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans un restaurant chic de la presqu'île, Chloé et Maxime célébraient leur victoire. Le champagne pétillait dans leurs coupes.
Maxime venait de poster une story sur Instagram, une photo de son plat de foie gras avec la légende « Une journée productive ». On élimine les parasites. Chloé rit en levant sa coupe. Tu as vu sa tête quand mon père l'a menacé? On aurait dit un chiot battu. D'ici la fin de la semaine, il sera dehors. Maxime sourit, attrapant sa main. Et ton père te nommera enfin directrice adjointe. Tout se passe comme prévu, mon amour. Le téléphone de Chloé vibra. C'était une notification de sa banque. Un virement de 5000 € de la part de son père, son argent de poche mensuel. Elle le montra à Maxime avec un sourire suffisant. Pour eux, la vie était un jeu facile, et les gens comme Léo n'étaient que des pions à sacrifier. Ce soir-là, la solitude de la chambre de Léo était plus lourde que jamais. Il avait si faim que son estomac lui faisait mal, mais la peur de perdre son travail l'empêchait de dépenser le peu d'argent qu'il lui restait. Il se sentait piégé, impuissant. Il était sur le point de s'effondrer, de croire que le monde était réellement aussi injuste que Chloé et Maxime le lui faisaient sentir. C'est alors que son vieux téléphone vibra sur la table de chevet. Il pensa que c'était une publicité, mais il le prit quand même. Un message venait d'arriver sur WhatsApp d'un numéro qu'il ne connaissait pas, un numéro sans nom ni photo de profil. Le message ne contenait que quelques mots, mais ces mots firent l'effet d'un éclair dans sa nuit. Tiens bon, chaque action est enregistrée, je vois tout. Papa. Léo relut le message 1 fois, 2 fois, 10 fois. Son cœur se mit à battre la chamade. Papa, son père était mort. Qui était cet inconnu? Et que voulait-il dire par « chaque action est enregistrée » ? Ce simple message venait de transformer sa peur en une arme secrète, et il ne savait pas encore à quel point elle serait puissante. Le mot « papa » brillait sur l'écran de son téléphone, une lueur d'espoir dans l'obscurité oppressante de sa chambre. Léo sentit une bouffée d'adrénaline chasser la faim et la peur. Son père était mort, il en était certain. Alors qui était cet expéditeur mystérieux? Un ange gardien, une blague cruelle, ou quelque chose de bien plus complexe? Peu importe la réponse, ce message, combiné au mot « protégé » vu sur l'ordinateur du directeur, changea tout. Ce n'était plus une simple histoire d'injustice. C'était un puzzle, et il venait de trouver la première pièce. La peur qui le paralysait se transforma lentement en une détermination froide et tranchante. Il n'était plus une victime passive. Il allait devenir un chasseur. Le lendemain, Léo arriva à la concession avec un nouvel objectif. Il n'était plus seulement l'homme qui nettoyait les sols, il était un espion dans son propre enfer. Il acheta une carte mémoire de grande capacité pour son téléphone et activa l'enregistrement audio en continu, dissimulant l'appareil dans la poche poitrine de sa blouse, le micro discrètement orienté vers l'extérieur. Il devint une oreille invisible, capturant chaque conversation, chaque éclat de rire méprisant, chaque ordre arrogant. Il entendit Chloé se vanter auprès d'une amie au téléphone de la façon dont elle avait remis le petit prolo à sa place. Il enregistra Maxime, qui expliquait à un autre vendeur comment il falsifiait les commissions pour voler une partie des ventes de ses collègues. Chaque mot était une nouvelle brique dans le mur de preuves qu'il construisait silencieusement. Le point de bascule arriva un vendredi après-midi. C'était son anniversaire, un jour qu'il détestait, car il lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Pour se donner un peu de courage, il portait autour du cou la seule chose de valeur qu'il possédait, un vieux médaillon en argent, cabossé par le temps, qui contenait une minuscule photo de sa mère. C'était un visage doux, souriant, un souvenir d'un amour inconditionnel. Alors qu'il traversait le hall principal, Chloé, absorbée par son téléphone, le bouscula violemment. Le choc fut brutal. La fine chaîne en argent céda et le médaillon tomba avec un bruit sec sur le marbre. La charnière, fragilisée par les années, se brisa net, séparant le médaillon en deux. La précieuse photo de sa mère glissa sur le sol. « Oh, pardon !» lança Chloé sans même lever les yeux de son écran, son ton dénué de toute sincérité. Puis elle vit le bijou brisé. Un rire méprisant s'échappa de ses lèvres. C'était quoi cette camelote? On dirait un truc sorti d'une poubelle. Maxime, qui la rejoignait, sortit son téléphone et commença à filmer la scène pour sa story Instagram.
Regardez, notre Cendrillon a perdu son soulier de verre, ricana-t-il. Chloé, jouant pour la caméra, se pencha, non pas pour l'aider, mais pour sortir un billet de 20 € de son sac à main de luxe. Elle le froissa et le jeta au visage de Léo, qui était à genoux, essayant de rassembler les morceaux de son cœur brisé. « Tiens, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain, achète-toi une nouvelle babiole au marché aux puces. Ça devrait suffire pour ton budget. » Les larmes brûlèrent les yeux de Léo, des larmes de rage et de chagrin. Il ramassa les 2 parties du médaillon et la photo minuscule, ses mains tremblantes. Mais à travers sa douleur, une pensée claire émergea. Son téléphone, dans sa poche, enregistrait tout. Le son de sa voix cruelle, le rire de Maxime, le bruit du billet froissé. Il avait capturé leur véritable nature, leur laideur intérieure, dans sa forme la plus pure. Ce soir-là, Léo ne se contenta pas de pleurer. Assis à sa petite table, il commença à organiser ses preuves. Il transféra les fichiers audio sur un disque dur externe qu'il cacha sous une latte de son plancher. Il fit des captures d'écran de la story Instagram de Maxime, où l'on voyait clairement le médaillon brisé à ses pieds. Il se souvint alors d'une autre employée, une femme de ménage plus âgée nommée Hélène, que Chloé et Maxime tourmentaient régulièrement, se moquant de son accent et la forçant à refaire son travail sans raison. Le lendemain, pendant leur pause, Léo l'approcha avec prudence. Il lui parle doucement, lui montrant une partie des enregistrements. Hélène, d'abord effrayée, finit par fondre en larmes. Elle lui raconta comment Maxime l'avait forcée à signer un document reconnaissant une erreur qu'elle n'avait pas commise, la privant de sa prime de fin d'année. Elle accepta de témoigner, de tout raconter. Léo avait trouvé une alliée. La confirmation finale de la nature du jeu auquel il était confronté arriva par un message inattendu. Le numéro inconnu, Papa, lui envoya un nouveau message WhatsApp. Cette fois, ce n'était pas des mots, mais une simple image. C'était une capture d'écran d'un email. L'expéditeur était Alain Dubois, un nom que Léo reconnut immédiatement comme étant celui du grand PDG du groupe automobile, le propriétaire de tout le réseau de concessions. Le destinataire était Monsieur Martin, le père de Chloé. Le sujet de l'email était « Rapport hebdomadaire, programme d'observation spéciale ». Et dans le corps du message, une phrase sauta aux yeux de Léo. « Continuez de surveiller Léo Girard. Son évaluation est primordiale pour la phase finale. Ne laissez sous aucun prétexte Chloé ou Maxime interférer avec le protocole. » Léo sentit un frisson le parcourir. Il n'était pas juste protégé. Il était au centre d'un test, d'une évaluation secrète dont il ne comprenait pas encore l'enjeu. Mais il comprenait une chose, Chloé et son père n'étaient pas les maîtres du jeu. Ils n'étaient que des pions, et le vrai roi avançait ses pièces dans l'ombre. Le moment de la vérité approchait, et Léo savait maintenant qu'il ne serait pas la seule victime de cette histoire. Il serait le bourreau. L'email d'Alain Dubois était une bombe à retardement dans l'esprit de Léo. Il le relut des dizaines de fois, chaque mot gravant un peu plus profondément la certitude qu'il était au cœur d'un jeu bien plus grand que lui. Phase finale, protocole, évaluation. Ces termes froids et cliniques contrastaient violemment avec la brutalité très réelle des humiliations qu'il subissait. Il comprit que sa souffrance n'était pas un accident, mais une variable dans une équation complexe. Et cette réalisation, au lieu de le briser, forgea sa détermination en un acier inflexible. Il continua de jouer son rôle de victime silencieuse, mais ses yeux n'étaient plus ceux d'un agneau. C'étaient les yeux d'un prédateur qui attendait patiemment le moment parfait pour frapper. Chloé et Maxime, aveuglés par leur arrogance, ne virent rien. Pour eux, le silence de Léo était la preuve de sa défaite. Ils décidèrent qu'il était temps de porter le coup de grâce, de l'éliminer définitivement avant le grand gala annuel de la concession. Un événement majeur où M. Martin espérait que sa fille brillerait aux yeux de la direction du groupe. Leur plan était d'une cruauté aussi simple que diabolique, l'accuser de vol. Un crime qui ne lui vaudrait pas seulement un licenciement,
mais aussi un casier judiciaire, ruinant ainsi toute chance pour lui de se reconstruire. Il se sentait invincible, persuadé que personne n'oserait jamais remettre en question la parole de la fille du directeur et de son petit ami vedette. Le jour choisi fut celui de la préparation du gala. La concession était en effervescence, des employés s'affairaient à installer des décorations et l'attention de la sécurité était relâchée. C'était le moment idéal. Tandis que Léo nettoyait les vitres du showroom, Chloé subtilisa une montre de luxe, un modèle d'une valeur de 15 000 € exposé dans une vitrine. Pendant que Maxime faisait le guet, elle se glissa dans le vestiaire du personnel et la déposa au fond du casier de Léo sous sa vieille veste usée. Il ne savait pas qu'Hélène, l'autre femme de ménage, les avait vus depuis le couloir de service. Elle ne dit rien, mais son regard croisa celui de Léo quelques minutes plus tard, un regard qui disait « J'ai tout vu, je suis avec toi ». Le piège se referma 1 heure avant la fin de la journée de travail. Chloé poussa un cri perçant, alertant tout le monde sur la disparition de la montre. Monsieur Martin, jouant son rôle de directeur outré, ordonna immédiatement une fouille des casiers du personnel non cadre. Le chef de la sécurité, un homme massif et peu subtil, ouvrit le casier de Léo avec une pince Monseigneur pour le spectacle. Devant tous les employés rassemblés, vendeurs, mécaniciens, secrétaires, il sortit la montre, la brandissant comme un trophée. « Voleur !» hurla Chloé, son visage déformé par une fausse indignation. « Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à des gens comme ça. Il faut appeler la police immédiatement. » Ce fut le moment de l'humiliation suprême. Léo se tenait au milieu du cercle de ses collègues. Le silence pesant, les regards oscillant entre la pitié, l'accusation et la gêne. Il était seul, publiquement marqué du sceau de l'infamie. Monsieur Martin s'approcha de lui, le visage rouge de colère. « Tu es renvoyé, sur le champ, et ne t'avise plus jamais de mettre les pieds ici. La sécurité va te raccompagner à la porte, et tu peux t'estimer heureux que je ne porte pas plainte. » Pour l'instant, Maxime savourait sa victoire, un sourire triomphant aux lèvres, murmurant à l'oreille de Chloé « On l'a eu, il est fini. » Léo ne dit rien, il ne pleura pas, il ne protesta pas, il baissa la tête, acceptant en apparence sa défaite. Mais à l'intérieur, un calme glacial s'était installé. Il savait que c'était la dernière pièce dont il avait besoin. L'accusation publique, la mise en scène, le faux témoignage, tout était là. Alors que 2 agents de sécurité le prenaient par les bras pour l'escorter vers la sortie, comme un criminel, son regard croisa celui de Chloé. Elle s'attendait à y lire de la peur, de la haine ou de la supplication. Mais elle n'y vit rien de tout cela. Elle y vit un calme dérangeant, une lueur de défi presque imperceptible. Pour la première fois, un frisson d'incertitude la parcourut. C'était comme regarder dans les yeux d'un homme qui savait quelque chose qu'elle ignorait, un secret terrible et puissant. L'image de ce regard la hanterait sans qu'elle ne sache pourquoi. Une fois dehors, sous la pluie fine de Lyon, Léo ne se sentit pas vaincu. Il se sentit libéré. Il sortit son téléphone et envoya un simple message à Hélène. « Maintenant ». Puis, il ouvrit son application de stockage en ligne, un cloud sécurisé. Il y téléversa le dernier enregistrement audio de la journée, celui de la fausse accusation. Il rejoignait des dizaines d'autres fichiers, les captures d'écran, les enregistrements des semaines passées, une copie scannée du document « Programme d'observation spéciale » qu'il avait réussi à photographier un soir, et même une vidéo discrète, prise par Hélène, montrant Chloé glisser la montre dans son casier. Il créa un dossier, le nomma « Jugement » et le partagea via un lien sécurisé avec le numéro inconnu « Papa ». Il ajouta un seul mot en commentaire « Prêt ». La réponse fut quasi instantanée. Ce n'était pas un message, mais un document PDF. C'était un carton d'invitation électronique, nominatif. Son nom, Léo Girard, y était inscrit. Il était invité au gala de la concession du bois. Pas en tant qu'agent d'entretien, mais en tant qu'invité d'honneur. Le masque allait enfin tomber. Demain, ils apprendraient tout ce qui il était vraiment.
L'invitation électronique au gala brillait sur l'écran de son téléphone comme une promesse. Invité d'honneur. Ces deux mots étaient une décharge électrique, un courant de puissance qui traversa Léo, effaçant les dernières traces qu'on a de l'humiliation subie. Il n'était plus Léo Girard, le fantôme en blouse grise. Il était une force qui s'apprêtait à s'abattre sur le monde, factice de Chloé et Maxime. La pluie qui tombait sur Lyon ne semblait plus triste, mais purificatrice, comme si elle lavait la ville en prévision du chaos à venir. Il ne rentra pas dans sa misérable chambre. Au lieu de cela, il suivit une adresse reçue par le même numéro mystérieux. Elle le mena non pas à un modeste appartement, mais à la porte d'une suite présidentielle, au sommet du Fourvière Hôtel, un établissement de luxe surplombant toute la ville. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. L'homme de la photo, l'homme de ses souvenirs d'enfance, se tenait là. Alain Dubois, le PDG et fondateur de tout l'empire automobile, le regardait avec une expression indéchiffrable, un mélange de fierté, de tristesse et d'une profonde affection. « Tu as été courageux, mon fils, dit-il d'une voix grave qui fit vibrer quelque chose de profond en Léo. Je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça. Léo ne répondit pas tout de suite, absorbant le choc de la réalité. Son père n'était pas mort. Il était là, devant lui. Le mensonge qui avait défini sa vie d'adulte s'effondrait. « Pourquoi ?» fut le seul mot qu'il parvint à prononcer. Alain Dubois le fit entrer. La suite était immense. Ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur les lumières de Lyon. Sur un mur, un écran géant était allumé. « Parce que je devais savoir, expliqua Alain. Je devais savoir qui méritait de prendre la suite. Pas seulement ceux qui sont doués pour vendre des voitures, mais ceux qui ont un cœur, un caractère. Je t'ai placé au plus bas de l'échelle pour voir la véritable nature des gens qui m'entourent. Ton oncle, le père de Chloé, a toujours été faible et influençable. Je devais voir jusqu'où sa lâcheté et l'arrogance de sa fille pouvaient aller. » Sur l'écran géant, une mosaïque de vidéos de surveillance défilait. Le café renversé, la rayure sur la voiture, le médaillon brisé, et la scène finale du vol de la montre, filmée sous 3 angles différents, y compris par la caméra cachée d'Hélène. À côté, les enregistrements audio de Léo étaient synchronisés, les voix cruelles de Chloé et Maxime emplissant la pièce. C'était un dossier d'accusation irréfutable, une symphonie de leur propre méchanceté. Ce soir, au gala, continua Alain, ils ne vont pas célébrer leur vente, ils vont assister à leur propre procès, et tu ne seras pas la victime, tu seras le juge. Il désigna un costume Armani, parfaitement coupé, suspendu sur un valet. Il est temps que le monde rencontre le véritable Léo Dubois. Pendant que Léo se préparait pour la bataille de sa vie, Chloé et Maxime, eux, célébraient leur victoire anticipée. Ils étaient dans un bar à cocktails branché du quartier de la Confluence, trinquant au champagne rosé. Chloé était euphorique. Enfin débarrassée de ce parasite, demain, après le gala, je vais exiger de mon père qu'il me nomme directrice adjointe. C'est la moindre des choses après avoir sauvé la réputation de la concession. Maxime, déjà grisé par le succès et l'alcool, sortit son téléphone. Je vais même lui laisser un petit souvenir. Il se connecta au système d'évaluation en ligne des employés et laissa un commentaire public sur le profil de Léo, désormais marqué comme licencié. Il écrivit « employé malhonnête et incompétent, a été renvoyé pour vol, à éviter absolument ». C'était la dernière insulte, le dernier clou qu'il pensait planter dans le cercueil de la réputation de Léo. Il ne savait pas qu'il venait de signer sa propre condamnation, fournissant une preuve écrite et datée de sa diffamation. Chloé applaudit, ravie. Parfait, il ne trouvera même plus un travail pour nettoyer des toilettes publiques. Leur arrogance était sans limite, leur aveuglement total. Ils ne voyaient chier pas l'ombre qui s'étendait sur leur avenir doré. Dans la suite de l'hôtel, le plan de bataille se mettait en place. Alain Dubois était au téléphone avec son équipe juridique et de communication. Tout était prêt. Un journaliste d'investigation réputé, contacté des semaines auparavant, avait reçu une copie cryptée du dossier jugement. Il serait présent au gala,
officiellement pour couvrir l'événement, officieusement pour être le premier à relayer l'explosion médiatique. Hélène, la femme de ménage, avait été mise en sécurité dans un autre hôtel, prête à témoigner par liaison vidéo si nécessaire. Les avocats avaient préparé les plaintes pour harcèlement, diffamation et fausse accusation. La machine de la justice était en marche, silencieuse et implacable. Léo, debout devant le miroir, avait du mal à se reconnaître. Le costume lui allait parfaitement, transformant le jeune homme effacé en une figure d'autorité et de confiance. Mais la vraie transformation était intérieure. Les 3 mois d'humiliation l'avaient dépouillé de ses illusions, mais il lui avait aussi révélé une force qu'il ne soupçonnait pas. Il repensa au médaillon brisé de sa mère. Son père le sortit d'une boîte en velours, il l'avait fait réparer par le meilleur joaillier de la ville. Il était comme neuf, brillant, le fermoir solide. « Elle serait si fière de toi, » dit Alain, sa voix chargée d'émotion. Elle a toujours cru que la gentillesse était la plus grande des forces. Léo prit le médaillon et le passa autour de son cou. Il sentit le métal froid contre sa peau, un talisman lui rappelant pourquoi il se battait. Pas seulement pour lui, mais pour la mémoire de sa mère, pour Hélène et pour tous ceux qui sont jugés et méprisés sans raison. L'heure approchait. Le gala allait commencer. Dans quelques heures, leur monde de mensonges et de cruauté allait s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Le gala battait son plein. La concession automobile avait été transformée en un temple du luxe éphémère, où le champagne coulait à flots et les sourires étaient aussi brillants que les carrosseries des voitures exposées. Chloé était dans son élément, flottant à travers la foule dans une robe rouge flamboyante, acceptant les compliments et les flatteries comme un dû. Elle se sentait invincible, la reine incontestée de la soirée. Monsieur Martin, son père, rayonnait à ses côtés, persuadé que le discours à venir d'Alain Dubois ne serait qu'une formalité pour confirmer la place de sa fille au sommet. Maxime, quant à lui, se pavanait, racontant à qui voulait l'entendre comment il avait nettoyé l'entreprise d'un élément indésirable. Ils étaient au sommet de leur monde, inconscients du précipice qui s'ouvrait sous leurs pieds. L'heure du discours arriva. Les lumières se tamisèrent et un silence respectueux s'installa lorsque Alain Dubois monta sur la petite scène installée au centre du showroom. Il avait l'air grave, son visage habituellement chaleureux était fermé, impénétrable. Chloé, assise au premier rang, lui adressa son plus beau sourire, certaine que son nom serait le premier à être prononcé. « Bonsoir à tous », commença Alain, d'une voix qui résonna dans tout l'espace. « Ce soir, nous sommes ici pour célébrer le succès. Mais qu'est-ce que le succès? Est-ce seulement des chiffres de vente? Ou est-ce quelque chose de plus profond? On dit que pour juger le véritable caractère d'une personne, il ne faut pas regarder comment elle traite ses égaux, mais comment elle traite ceux qu'elle considère comme ses inférieurs. » Un murmure perplexe parcourut l'assemblée. Chloé fronça les sourcils, ne comprenant pas où son oncle voulait en venir. « J'ai mené une expérience ces 3 derniers mois, continua Alain. Une expérience pour voir le véritable visage de cette concession. » Soudain, les immenses écrans plasma qui diffusaient habituellement des publicités pour des voitures s'éteignirent, puis se rallumèrent. Mais ce ne furent pas des images de luxe qui apparurent. Ce fut la vidéo granuleuse d'une caméra de surveillance. On y voyait Chloé, renversant délibérément son café sur le sol, sa voix stridente et méprisante, emplissant la salle. « Eh, le larbin, tu as oublié un endroit ?» Un hoquet de stupeur secoua la foule. Le visage de Chloé se figea, son sourire se brisa comme de la porcelaine. L'écran suivant montra la scène du médaillon brisé, filmé par le téléphone de Maxime. Le son était parfait. On entendait le rire cruel de Chloé, sa remarque sur la camelote, et le bruit du billet de 20 € jeté au visage d'un jeune homme à genoux. Le journaliste d'investigation, au fond de la salle, commença à diffuser la scène en direct sur son compte Twitter. En quelques secondes, le hashtag Gala de la honte commença à prendre vie. La panique s'empara de Chloé. Elle se tourna vers son père, cherchant de l'aide, mais il était aussi pâle qu'un fantôme, comprenant enfin la nature du piège qui se refermait sur eux.
Mais ce n'est pas tout, reprit Alain Dubois, sa voix devenant glaciale. L'incompétence et la cruauté peuvent être pardonnées. La malhonnêteté, jamais. L'écran principal afficha alors la vidéo la plus accablante, celle filmée par Hélène, montrant clairement Chloé et Maxime en train de glisser la montre de luxe dans le casier de Léo. C'était la preuve irréfutable, la vérité nue et brutale exposée aux yeux de tous. Des cris d'indignation fusèrent dans la foule. Les invités sortirent leur téléphone, filmant la scène, la partageant, la commentant. Le monde de Chloé et Maxime s'effondrait en temps réel, pixel par pixel. « C'est un montage, c'est faux !» cria Chloé se levant, sa voix brisée par la panique. « C'est un complot contre nous. Un complot, » répéta Alain, un sourire triste aux lèvres. « Laissez-moi vous présenter le cerveau de ce complot. » Il se tourna vers l'entrée du showroom. Les portes s'ouvrirent, et Léo apparut. Il n'était plus le fantôme en blouse grise. Dans son costume impeccable, le médaillon de sa mère brillant à son cou, il avançait avec une assurance calme et puissante. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Il monta sur scène et se plaça à côté d'Alain Dubois. Beaucoup d'entre vous le connaissent sous le nom de Léo Girard, notre agent d'entretien, annonça Alain, posant une main sur l'épaule du jeune homme. Permettez-moi de vous le présenter sous son vrai nom. Voici mon fils et votre nouveau directeur général, Léo Dubois. L'onde de choc fut si puissante qu'elle sembla physique. Chloé poussa un cri étranglé et s'effondra sur sa chaise, le visage décomposé par l'horreur et l'incrédulité. Maxime resta figé, la bouche ouverte, incapable de comprendre la magnitude de sa propre destruction. Léo prit le micro. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids des humiliations subies. Pendant 3 mois, j'ai vu le meilleur et le pire de cet endroit, dit-il. J'ai vu la gentillesse discrète d'Hélène, qui m'a offert un café quand j'avais froid, et j'ai vu la cruauté de ceux qui pensent que leur statut leur donne le droit d'écraser les autres. Il regarda droit dans les yeux de Chloé et de son père. Cette entreprise a été bâtie sur des valeurs de respect et d'intégrité, des valeurs que vous avez bafouées. À partir de ce soir, cette concession est placée sous ma direction. Monsieur Martin, vous êtes démis de vos fonctions. Chloé, Maxime, vous êtes licenciés pour faute grave. Des poursuites judiciaires pour harcèlement, vol et diffamation seront engagées contre vous dès demain matin. La foule explosa en applaudissements. C'était une libération, un soulagement. Les employés qui avaient subi en silence la tyrannie de Chloé et Maxime laissaient éclater leur joie. Les invités, témoins de cette justice spectaculaire, applaudissaient le courage du jeune homme. Le journaliste se précipita vers la scène, son caméraman le suivant. L'histoire était devenue virale. Des millions de personnes regardaient en direct la chute de l'héritière arrogante et le triomphe du fils caché. Chloé, en larmes, tenta de s'enfuir, mais elle était cernée par un mur de téléphone qui filmait son visage défait. Maxime, lui, était comme paralysé par la peur, comprenant que sa carrière, sa réputation, sa vie entière venait de voler en éclats. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été célébrée, et le son de ses applaudissements était la plus douce des vengeances. La chute fut aussi brutale et spectaculaire que leur ascension avait été arrogante. Dans les jours qui suivirent le gala, l'histoire de Léo Dubois devint un phénomène viral, un conte de fées moderne où Cendrillon n'était pas une princesse, mais un prince de la justice. La vidéo du direct, visionnée des millions de fois, fut reprise par toutes les chaînes d'information, transformant un scandale local en une affaire nationale. Le hashtag Justice pour Léo devint le symbole d'un ras-le-bol général contre l'injustice et le mépris de classe. Pour Chloé et Maxime, le réveil fut un cauchemar sans fin. Ruinés socialement, ils devinrent des parias. Les amis qui les flattèrent la veille ne répondaient plus à leurs appels. Chloé, forcée de quitter l'appartement de luxe payé par son père, découvrit la dure réalité d'un monde qui ne lui faisait plus de cadeaux. Mais le pire était à venir.
Les poursuites judiciaires menées par l'équipe d'avocats d'Alain Dubois furent implacables. Confrontés à des preuves vidéo et audio irréfutables, ainsi qu'aux témoignages poignants d'Hélène, ils n'eurent aucune chance. Maxime fut condamné pour vol, diffamation et complicité de harcèlement, écopant d'une peine de prison avec sursis et de dommages et intérêts si élevés qu'il fut déclaré en faillite personnelle. Chloé et son père, reconnus coupables de harcèlement moral et de fausses accusations, furent donc condamnés à verser une compensation financière, record à Léo et Hélène. M. Martin perdit tout, son poste, sa réputation et le respect de son propre frère. L'empire qu'il avait cru pouvoir manipuler s'était retourné contre lui. 1 an plus tard, la concession Dubois de Lyon était méconnaissable. Sous la direction de Léo, elle était devenue un modèle de management bienveillant et performant. Les ventes avaient augmenté de 30%, non pas grâce à des tactiques agressives, mais grâce à une culture d'entreprise basée sur le respect. Léo avait promu Hélène au poste de responsable du personnel d'entretien, avec un salaire doublé et la reconnaissance qu'elle méritait. Il avait instauré un programme de primes équitable et un fonds de soutien pour les employés en difficulté. Il dirigeait non pas depuis un bureau inaccessible, mais depuis le terrain, connaissant chaque employé par son nom, écoutant leurs problèmes et célébrant leurs succès. Il était devenu le patron qu'il aurait rêvé d'avoir. L'argent des dommages et intérêts, Léo ne le garda pas pour lui. Il l'utilisa pour créer la Fondation Dubois pour la dignité au travail, une organisation dédiée à aider juridiquement les victimes de harcèlement en entreprise. L'histoire de Léo inspira un tel élan de solidarité que même Netflix le contacta pour produire une mini-série basée sur son expérience. Il accepta, à la seule condition que tous les bénéfices soient reversés à sa fondation. La série fut un succès international, sensibilisant des millions de personnes à une cause trop souvent silencieuse. Léo, autrefois invisible, donnait désormais des conférences dans les plus grandes écoles de commerce, non pas pour parler de profit, mais de principe. Il commençait toujours ses discours en montrant le médaillon de sa mère, expliquant que la plus grande richesse n'est pas sur un compte en banque, mais dans la manière dont on traite les autres. Il était devenu une voix pour les sans-voix, un symbole d'espoir que la justice, même si elle est lente, finit toujours par trouver son chemin. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Léo n'est pas seulement un directeur général respecté, il est un mari et un père. Il a retrouvé un amour de jeunesse, une femme qu'il avait connue bien avant l'argent et le statut, et qu'il aimait pour sa gentillesse et son courage. Ensemble, ils ont eu une petite fille qu'ils ont prénommée Victoire. Parfois, le soir, en la berçant, il regarde par la fenêtre de sa maison, non pas un palace ostentatoire, mais une demeure chaleureuse et pleine de rire. Il repense au jeune homme affamé et humilié qu'il était, et il sait que chaque larme, chaque insulte, chaque moment de désespoir était une étape nécessaire sur le chemin qui l'a mené à ce bonheur simple et profond. La justice n'avait pas seulement puni les coupables, elle avait récompensé les justes, transformant une histoire de souffrance en un héritage de lumière. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt